Bonjour, bonjour à tous. Merci de regarder Gabon Première et bienvenue dans l'Entre-deux. Nous sommes le mardi 6 février 2018. On célèbre beaucoup de journées aujourd'hui, notamment la journée de lutte contre les mutilations génitales, mais également la journée sans téléphone mobile. Et c'est donc le clin d'œil qui a été fait à cette journée qui nous a permis de titrer ou alors de choisir le thème de ce jour. Pourriez-vous rester une journée entière sans votre téléphone mobile ou encore votre smartphone? C'est donc le débat du jour. Une petite question pour se détendre un peu avant les hostilités demain. Je ne trahis pas les surprises. Alors au menu de cet entre-deux pour ce mardi 6 février, on aura droit à deux invités. On parlera en deuxième partie de l'émission de solidarité et d'assistance aux orphelins avec Cyrine Boissa, qu'on va la retrouver. On va également parler avec Irène Dembé de l'art du débat, comment argumenter et défendre son point de vue au cours d'un débat. Pour le moment, on va aller de l'autre côté pour accueillir notre premier invité du jour. À tout de suite. Mais les posters, les tresses, c'est pour faire quoi? C'est pour nous montrer quoi? Sors de mon salon. Je sors de ton salon. Sors de mon salon. Tu es malade. Tu veux m'énerver le matin là? Je suis là au poste gay, avec les mêmes qualités que tu connais là, non? Aïe, 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 tu me fais mal doucement. C'est quoi? Moi, la petite là, la plus comme du quartier. Mais tu ne vois pas comment elle est en train de partir? Eh, calme. Calme. Si tu as quelque chose, mets mon parfum. Elle arrache le sac. Elle arrache les chaussures. Elle tire. C'est carrément la perruque. Même les bébés viennent jusqu'ici. Oh. Pourriez-vous rester une journée entière sans votre téléphone portable? On rappelle, c'est donc le thème qui va argumenter ou alors qui va agrémenter nos échanges ce jour avec les téléspectateurs. Vous avez déjà commencé à réagir via les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre groupe WhatsApp, mais également vous pouvez nous envoyer vos SMS. On en parlait hier, on l'a d'ailleurs annoncé dimanche, se célébrait la journée mondiale de lutte contre le cancer. Le Gabon a lancé donc une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage de ces maladies-là. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui le docteur Nathalie Ambunda Ledaga. Elle est directrice du programme national de prévention et de contrôle des cancers au Gabon. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Il faut dire qu'on a longtemps espéré. Hier, on comprend avec les activités qui se poursuivaient. On parle donc de cancer au Gabon et des actions qui sont menées. Mais premièrement, on a envie de savoir, c'est quoi le cancer? On en entend toujours parler. Merci. En fait, le cancer, c'est globalement une désorganisation architecturale. Le corps humain a une certaine architecture et en grandissant, cette architecture est respectée. Lorsqu'il arrive à un moment donné une déformation au niveau de cette architecture, à ce moment, si on n'a pas le contrôle sur cette désorganisation, on parle de cancer. Donc c'est comme une maison avec 2 chambres, 3 chambres. Et chaque partie de la maison a été fabriquée à partir d'une brique. Les briques ont fait des murs. Si à un moment donné, un mur de la maison arrive à progresser alors qu'il n'était pas prévu, et si on n'arrive pas à contrôler la progression de ce mur, à ce moment, on parle de cancer. Ah, d'accord. Donc c'est exact, c'est vraiment pour l'imager, pour qu'on comprenne, c'est ça en fait. L'absence de contrôle sur une croissance d'un organe ou d'une cellule au niveau du corps humain. Au niveau du corps humain. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2015, le cancer a tué 8,8 millions de personnes et c'est paradoxal, alors qu'on parle aujourd'hui de progrès de la médecine, des personnes qui survivent de mieux en mieux. Comment expliquer ce paradoxe? C'est justement le paradoxe parce que plus longtemps on vit, plus on est exposé au cancer. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les phénomènes liés à la sédentarité, donc les nouvelles méthodes, les nouveaux comportements, on ne bouge plus trop, on mange de plus en plus mal. C'est ce qui favorise les cancers et on vieillit plus. Or ici, la cellule, à un moment donné, doit s'arrêter. Donc plus on vit, plus on est exposé à ce genre de phénomène. D'ailleurs, il faut dire que l'OMS prévoit une augmentation de 70% au cours des 2 prochaines décennies. Oui, lié justement à la durée de vie, qui va aussi augmenter. Plus longtemps on va vivre et plus... Alors comment on prend ça? C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle?
la durée de vie qui augmente, mais en même temps le cancer... Non, aussi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va contrôler les cancers en fait. On va les contrôler. Ici, l'avancée vient du fait qu'on va avoir des méthodes de dépistage de plus en plus précoces et des traitements de plus en plus précoces. Donc, des méthodes de traitement qui nécessitent absolument un dépistage précoce. Ok, donc découvrir la maladie très tôt et également la traiter avant qu'elle ne voilà, se avec des moyens moins invasifs. Alors, quelles sont les différentes causes probables de cancer de façon générale? De façon générale, il admet déjà le cancer agit au niveau d'une structure intime de notre organisme, donc l'ADN. Et cet ADN est constitué d'éléments. Et ces éléments qu'on appelle les acides aminés sont des acides de base. Il n'y a pas de photocopie, ce sont des originaux. Et ces originaux ne peuvent pas être remplacés. Nous naissons avec et nous mourrons avec. Mais seulement s'il arrive un moment qu'on ne supplée pas ces acides aminés par des photocopies extérieures, on peut arriver à épuiser les originaux. Et c'est à ce moment qu'on va développer les cancers parce qu'on va puiser en fait dans nos réserves. Et c'est pour ça qu'on demande de consommer des fruits et des légumes. Parce qu'au niveau des fruits et des légumes, vous avez un peu des suppléments qui peuvent faire en sorte qu'on les épuise. Par exemple, au niveau d'un exercice sportif, le sportif ne va pas épuiser ses réserves. Il faut qu'il ait une alimentation saine avant d'aller faire son sport. S'il n'a pas organisé cette alimentation, il peut arriver à faire un arrêt cardiaque parce qu'il a épuisé son capital de base, en fait, au niveau des acides aminés. Et donc, tout part de la naissance, lorsqu'on est l'allaitement. La maman va doter l'enfant des anticorps. En fait, c'est un capital qu'on donne à l'enfant pour lui permettre, lui, de produire ses anticorps, alors qu'à cet âge-là, il est totalement immunodéprimé. Donc, de façon globale, le cancer est lié aux habitudes de vie. Voilà, en fait. au comportement alimentaire, par exemple. On ne mange pas assez de fruits, on ne mange pas assez de légumes. On mange plus de sucre parce que tous ces phénomènes de croissance accrue répondent aux besoins de sucre. Vous avez besoin de sucre pour vous développer, pour aller plus vite. Or, le cancer, il se nourrit de sucre, en fait. Tous ces processus de croissance incontrôlés ont besoin de sucre pour avancer. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres éléments externes, par exemple le soleil, des trucs comme ça? Quel que soit l'élément externe, en fait, il faut qu'on ait suffisamment d'éléments pour riposter. Voilà, même s'il y a la couche d'ozone qui diminue, et donc nous sommes de plus en plus exposés au rayonnement direct au niveau du soleil, il faut qu'on soit apte pour répondre. Donc se protéger déjà du soleil, et après, même quand on est exposé, être capable de répondre. Parce qu'il arrive souvent qu'il y ait des fractures au niveau de ces éléments, donc de l'ADN. Et si nous ne sommes pas outillés pour répondre, pour riposter, avec l'alimentation, on va être exposé. Et après chaque minute qui s'écoule, le corps est en perpétuel renouvellement. Et il faut éliminer ces toxines-là par l'exercice physique. Donc, éviter la sédentarité. En fait. D'accord. Est-ce que vous avez essayé, au niveau de votre commission, de faire une enquête sur le plan national? Est-ce qu'on a des chiffres au niveau de... Là, la problématique qui se pose, c'est pour ça que tantôt on disait que nous, au Gabon, les cancers les plus fréquents sont en fait les cancers du col et du sein. Et ce sont des cancers qui reviennent très chers aujourd'hui, tout simplement parce que les femmes arrivent à un stade tardif. Et ce n'est pas seulement la particularité du Gabon, c'est la particularité de toute l'Afrique subsaharienne, alors que ce sont des cancers dépistables et guérissables. Donc, l'objectif ici est de mettre l'accent sur ces cancers pour diminuer leur charge et économiser, pour se rabattre maintenant sur les cancers qui sont moins dépistables, en fait, qui ne sont pas dépistables, mais qui sont guérissables, mais très chers. Les cancers du sang, par exemple. On peut en guérir, ça coûte très cher et le dépistage n'est pas aisé. Ils ne sont pas éligibles pour le dépistage. Alors, avant d'arriver à ces formes de cancer, est-ce que vous avez des chiffres sur le Gabon? Est-ce qu'on peut savoir à peu près en 2018 à combien de cas Pas en 2018, bon. C'est vrai que ce sont des chiffres voilà. de 2015. On avait déjà 88% des cancers gynéco-mammaires qui prenaient la place dans tous les cancers. Donc, avec les cancers du col qui est passé en deuxième position. Alors qu'en 2014, avant le dépistage, il était le premier cancer au Gabon. Désormais, c'est le cancer du sein. En fait, on rejoint la tendance occidentale.
Parce que le cancer du col, en principe, on peut en guérir. Et depuis, nous avons quand même traité des lésions précancéreuses. On est à 2,5% la prévalence de ces états avant le cancer. Alors, est-ce que c'est dire que le reste de pourcentage, parce que vous avez dit 95%, donc les autres cancers, 88. Voilà, 88, les autres cancers sont quasi inexistants au Gabon? Ils existent. Les autres cancers existent. Et justement, le combat que le Gabon est en train de mener, c'est arriver à avoir un registre national. C'est pour ça qu'on étend les campagnes de dépistage sur le plan national. Après, c'est le registre des cancers qui est donc la compétence de l'Institut de cancérologie qui devra en fait avoir en fait ce registre-là au niveau national avec tous les services qui traitent des cancers, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe et quels que soient les organes, pour faire un état des lieux fiable au niveau du Gabon. Justement. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore ce registre. Mais dans la pratique quotidienne, en clinique, on se rend bien compte qu'il y a des cancers qui existent. Les cancers de la prostate sont là, les cancers de la marge anale sont là, les cancers de la gorge sont là, les leucémies sont fréquentes. Et donc, il faut s'asseoir et faire un état de lieu pour arriver à avoir un registre des cancers. Mais pourquoi, en même temps que vous lancez une sensibilisation, une campagne de dépistage pour les cancers du sein, par exemple, ou du col de l'utérus, pourquoi ne pas lancer pour les cancers en général? Est-ce que c'est ce que vous essayez de dire, que c'est difficile de détecter au moins... Oui, parce qu'il y a des cancers qui sont éligibles au dépistage. Tous les cancers ne sont pas dépistables. Voilà. Tous les cancers ne sont pas dépistables. Les autres, on les attend. Mais il faut rentrer dans un système de santé où quand même, de façon annuelle et organisée, on a accès à la médecine, aux médecins pour faire un bilan de routine une fois à l'année. Et dans un système où, dès qu'on a le moindre mal, qu'on se rende à l'hôpital au lieu d'attendre pour faire suffisamment de bilans et faire la part des choses. Est-ce que c'est un paludisme, tout simplement, on traite, ou bien c'est une fièvre au long cours qui est liée à un problème de cancer, par exemple. Ah, d'accord, donc si on a bien compris, en fait, les campagnes qui sont lancées et qui concernent toujours la prostate, le sein ou le col de l'utérus, c'est parce que ces cancers-là sont dépistables. Les autres, en fait, se cachent derrière des maladies autres. Exact, exact. Alors, au niveau peut-être de la sensibilisation, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des dépistages. Vous avez lancé une grande campagne de dépistage qui va couvrir tout le mois de février. Est-ce que le Gabon est prêt à faire face, à répondre justement? Mais quel que soit, ça fait quand même, depuis quand même que le Gabon organise le système de santé. Nous avons une faculté de médecine qui date de 1979 et les systèmes de santé en rapport avec l'OMS ont reçu des instructions en fait pour lutter contre ces maladies qui sont non transmissibles. Et dans ce package, le Gabon, comme tous les pays d'Afrique, avait obligation de lutter. Et les moyens ont été donnés. Et les moyens, c'est-à-dire éduquer les gens, former. Donc, il y a eu des personnes formées au niveau du Gabon pour riposter. Après, il faut que le pays s'organise dans la prévention. On ne peut pas focaliser une énergie pour traiter un cancer. Ce n'est pas possible. On va forcément être buté, on va aller tout droit à l'échec. C'est vrai que même le dicton dit que mieux vaut prévenir que guérir. Hein. Il faut miser, il faut mettre son énergie dans la prévention. Si on attend les cancers, on n'y arrivera jamais. Donc en fait, c'est ça la règle en matière de prise en charge des cancers. Vous ne pouvez pas avoir un institut de cancérologie, avoir des services qui traitent du cancer et ne pas mettre 80% de votre temps dans la prévention. On n'y arrivera jamais. C'est pour ça qu'on met l'accent sur la prévention. D'accord. On a un téléspectateur qui réagit, il vous adresse une question, même si ce n'est pas le thème principal de l'émission de ce jour. Il demande combien de types de cancers il existe en général. Le nombre de types de cancers existe en fonction du nombre de types d'organes. Donc, depuis la peau jusqu'aux yeux, en fait, tous les organes du corps, si vous savez déjà à votre niveau savoir que vous avez une main, vous avez une peau, vous avez une graisse, vous avez un rein, un foie, vous pouvez déjà compter le nombre de cancers qui peuvent s'y installer, en fait. Tous les organes du corps peuvent être sujets d'un cancer. Et même le sang.
Ce qu'on appelle les cellules du sang peuvent être objet de cancer. Alors, on a un autre téléspectateur, hein, je me permets de lire leur question, même si ce n'est pas le thème. Pourquoi la caravane sur le programme de lutte contre le cancer ne concerne que les femmes, alors que le cancer en soi n'est pas une maladie discriminatoire en matière de sexe? Je pense que ça concerne également les hommes. Vous avez, dans cette campagne, lancé le dépistage du cancer du sein, col de l'utérus et prostate. Et voilà. Et nous avons déjà esquissé l'idée du cancer de la prostate parce que c'est un cancer dépistable. Et la campagne, en fait, elle concerne tout le monde. Si on prend l'exemple du cancer du col de l'utérus, il est lié à un virus. Et ce virus, c'est le papillomavirus humain qui est en rapport avec une infection sexuellement transmissible et qui est la plus fréquente au monde et plus fréquente chez les adolescents. Donc, vous comprenez que la campagne ici s'adresse déjà en termes de sensibilisation aux adolescents, d'usage du préservatif, prolonger un peu la date du premier rapport sexuel pour ne pas se retrouver très tôt dans l'histoire du cancer du col de l'utérus. Vous voyez? Et lorsqu'on a sensibilisé les jeunes à ce niveau, on arrive au niveau des femmes parce que ce même virus va créer ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Et c'est à ce moment qu'à partir de 25 ans, lorsqu'on a eu ces rapports sexuels 15 ans plus tôt, qu'on est censé faire une lésion précancéreuse. Et il faut donc se soumettre au dépistage. Et là, à cet instant même, l'absence de dépistage, tout simplement, va constituer un gros facteur de risque. Et d'où la sensibilisation à l'endroit de cette tranche d'âge-là, à partir de 25 ans. Dès que vous avez déjà eu vos rapports sexuels, vaut mieux vous faire dépister, sinon vous augmentez le risque de couver en fait un cancer du col de l'utérus. Chez les jeunes, sensibiliser, retarder l'âge du rapport sexuel, se préserver de cette infection sexuellement transmissible. Voilà, donc en fait c'est une campagne à la fois de dépistage pour les personnes déjà en âge de se faire dépister, mais également de sensibilisation pour éviter d'en arriver là. On va marquer juste une pause, le temps de faire un clin d'œil aux téléspectateurs. On rappelle le thème de ce jour qui est en rapport avec la journée célébrée aujourd'hui. C'est donc le 6 février. On parle de journée sans téléphone mobile. Pourriez-vous rester une journée entière sans votre téléphone mobile au smartphone? On donnera donc quelques réactions juste après ceci. Mais les posters, les tresses, ça c'est pour faire quoi? C'est pour nous montrer quoi? Sors de mon salon. Je sors de ta salon. Sors de mon salon. Tu es malade. Tu veux m'énerver le matin là? Je suis là au poste gay. Avec les mêmes qualités que tu connais là, non? Aïe, 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 tu me fais mal doucement. C'est quoi? Moi, la petite là, la plus comme du quartier. Mais tu ne vois pas comment elle est en train de partir? Eh, calme. Calme. Si tu as quelque chose, mets-moi au parfum. Elle arrache le sac, elle arrache les chaussures, elle tire, c'est carrément la perruque. Même les bébés viennent jusqu'ici. Oh. Espace Jeune a un programme d'1 heure désormais diffusé sur Gabon Première. Espace Jeune est un programme qui comprend de nombreuses articulations répondant aux aspirations de la jeunesse gabonaise. Ces articulations sont axées sur l'éducation, l'information et le divertissement. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous tous les samedis entre 15h et 16h sur Gabon Première. Espace Jeune, le rendez-vous de la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Sur ce plateau, pourriez-vous rester une journée entière sans votre téléphone mobile ou smartphone? Lionel Ashton Bina, fidèle téléspectateur du côté de Zingayon, ici à Libreville, nous dit « Me concernant, ce n'est pas possible car avec le temps et surtout mes obligations professionnelles, mon téléphone occupe une place non négligeable dans ma vie. Aujourd'hui, faire une journée entière sans lui serait difficile car je ne me sentirais pas tranquille. » Derrick nous dit effectivement, je dirais pour commencer oui, mais avec du regret car mon téléphone occupe une place importante car ça me permet d'être en contact avec mon milieu professionnel. Benson Blessing depuis Accra au Ghana nous dit oui, personnellement je le fais.
J'arrive même à faire plus d'une journée sans mon smartphone. C'est vrai que le téléphone reste un outil indispensable et très important, mais le faire. Magus In, depuis Libreville-Nord, à Kanda notamment, nous dit le téléphone mobile ou smartphone est utile de nos jours, certes, dans la mesure où il est un élément indispensable dans les échanges, notamment communication interpersonnelle, communication électronique. Nonobstant ces bienfaits, il aurait des conséquences fâcheuses à long terme. Utilisé de façon élue continue à tout instant sur la santé ou des consommateurs qui l'utilisent. Slan, élément nuisible, dit au grand jamais, même pas 1 heure sans mon téléphone portable. Alors, Madame Lidaga, on parle juste, on va vous faire intervenir un peu sur ce thème-là. C'est vrai que ça fait partie des facteurs aujourd'hui cancérogènes. Ça fait partie des facteurs de risque en fait de cancer, notamment les cancers de l'oreille. Le fait de garder le téléphone, en fait, on surchauffe. On surchauffe les cellules et on les amène à un niveau de reproduction qu'on ne peut plus contrôler. Et du coup, ça crée des cancers. En fait, ça désorganise l'architecture, le programme de départ au niveau de notre corps humain. Donc, le message génétique. D'accord. On a également d'autres réactions. Bonjour, quels sont les signes qui montrent la présence d'un cancer de l'utérus ou du sein? C'est Fraîche Teresa. Bon, peut-être vous pourrez réagir rapidement avant qu'on revienne sur... Le cancer du col, le signe, c'est le saignement. Mais sinon, il n'y a pas de signe avant le cancer. N'attendons pas qu'il y ait un cancer, qu'il y ait des signes. C'est pour ça qu'on parle de dépistage. On consiste donc à non malades se rendre à l'hôpital. Apparemment non malades. Dit que tout homme est un malade qui s'ignore. Alors, on voulait également savoir, tout à l'heure on parlait de la riposte, de la prise en charge, notamment au niveau du Gabon. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Au niveau du Gabon, nous avons organisé à l'intérieur du programme de prévention et de contrôle de cancer un programme spécifique pour les cancers du sein et du col. Donc, les cancers les plus importants en termes d'incidence, de mortalité et de morbidité. Et aujourd'hui, nous avons pu implémenter ce système-là dans toutes les régions sanitaires du pays. Donc le dépistage peut se faire. Et l'objectif ici, c'est des lésions précancéreuses et non d'avoir des cancers. Lorsque vous vous soumettez au dépistage, le risque est d'avoir plutôt une lésion précancéreuse et non le cancer. Le dépistage vous éloigne du cancer en fait. Mais au niveau de la prise en charge pour les cas, forcément, il y a des cas qui ont été détectés. S'il y a des cas qui ont été détectés, il y a plusieurs types de traitements. Mais le traitement ne se décide pas juste après ou à l'œil nu. Après concertation multidisciplinaire et après un bilan d'extension. Donc, le cancer du col, c'est vrai, mais le col est voisin à d'autres organes au niveau du pelvis, donc au niveau du bas-ventre. Il faut donc faire la part des choses. Le cancer est là, c'est vrai, mais est-ce qu'il est seulement limité au niveau du col ou il s'étend sur le voisinage? Et c'est après ce bilan d'extension qu'en fonction maintenant des spécialistes qui sont invités au cours d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, qu'on va soit se limiter à un traitement chez le gynécologue par une chirurgie ou une conisation, c'est-à-dire enlever le col de l'utérus, ou une chirurgie globale, enlever tout le col de l'utérus, puisque son rôle ici, c'est la procréation. Si la dame n'a plus besoin de procréer, on l'enlève. Ou bien faire intervenir l'urologue si la lésion a atteint la vessie, ou le chirurgien viscéral si la lésion a atteint le tube digestif, en commençant par le bas, le rectum et l'anus. En fait. Alors là, on parle beaucoup du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, mais je vais toujours revenir un peu sur les autres types de cancers. Est-ce que si quelqu'un va à l'hôpital et on lui a détecté peut-être un cancer, je dis n'importe quoi, du tibia ou bien du péroné, est-ce qu'il y a moyen d'être pris en charge au Gabon? Est-ce qu'au niveau de la médecine, techniquement parlant, le Gabon est prêt à répondre à tout type de cancer? Oui, parce qu'en fait, tous ces cancers répondent au même schéma. Réunion de concertation pluridisciplinaire, chirurgie avec des spécialistes en chirurgie, par exemple des os, et radiothérapie, chimiothérapie. Et en fait, c'est toujours les trois schémas. Pour certains cancers, l'hormonothérapie, comme les cancers du sein. Certains cancers du sein. Ça peut se faire sur place ici au Gabon? Ça peut se faire. Le plateau technique est... Le plateau technique y est, mais la difficulté
La grosse difficulté est que lorsque la lésion est très avancée, je vous assure, quel que soit ce que vous pouvez, quel que soit ce que vous avez comme technologie, même au Japon, on n'y arrivera pas. C'est ça, en fait, que nous, on doit D'où intégrer. l'importance du dépistage. Mais comment faire pour les cancers, justement? Il y a un dilemme. Comment faire pour les cancers qui ne sont pas dépistables? Ceux qui ne sont pas dépistables, il faut rentrer dans un système, c'est-à-dire investir dans la santé préventive. D'accord. Investir dans la santé préventive, il y a des structures sanitaires. Il ne faut pas débarquer à l'hôpital lorsqu'on est dans une situation grave où l'équipe médicale stresse, les parents stressent, le malade est en détresse. Il faut, alors qu'on a une assurance maladie, se présenter régulièrement à l'hôpital pour faire son bilan de santé en chaque fin d'année. Et ça, c'est des systèmes globaux. Si moi, je ne fais pas, vous ne ferez pas. Si vous ne faites pas, moi, je n'adhérerai pas parce que même si je suis médecin, ça ne passera pas. Mais ce sont des systèmes de santé publique. Il faut que tout le monde adhère. Il faut que tout le monde soit organisé dans ce sens-là. Vous allez dans un service, votre premier employeur doit vous soumettre à ces bilans. Vous devez faire le bilan parce que l'employeur doit savoir si vous êtes en santé, en bonne santé, si vous avez un problème particulier pour vous ménager ou pour vous amener vers un traitement qui va vous permettre de vaquer à vos occupations et en même temps vous traiter. Or, nous ne sommes pas dans ces systèmes. On vous embauche, on ne sait pas de quoi vous souffrez, vous tombez au boulot, on vous amène à l'hôpital, c'est grave, c'est un fusil nocturne. Il y a déjà des tabous autour. Donc, il faut qu'on rentre dans ces systèmes-là. Donc, une fois de plus, ce n'est pas que le gouvernement, ce n'est pas que l'État ou le ministère de la Santé, c'est une question de tous, en fait. Voilà, c'est une question de tous. Parce qu'avec une assurance maladie comme la CNAMGES, nous cotisons, mais ces cotisations, finalement, elles nous servent à quoi si on doit échouer dans des cercueils, en fait? Parce qu'on a eu un cancer tardif. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est mieux quand même d'augmenter sa survie, même si on détecte un cancer aujourd'hui, que ce cancer vous laisse le temps de faire un bilan autour de vous, de cheminer tranquillement. Et peut-être après, la guérison, elle est de l'ordre divin. C'est Dieu après qui dira que vous êtes guéri. Ce n'est pas un médecin qui va décréter votre mort. Mais vrai qu'on a vu des personnes qui ont été décrétées guéries et qui finalement ont eu des cellules cancérogènes qui ont repoussé ailleurs. Voilà. Ou bien qui ont été décrétées. On a dit dans 3 mois vous mourrez et puis finalement, depuis 2 ans, 3 ans, les personnes vivent. Alors, est-ce qu'au niveau de l'enquête que vous avez menée sur le territoire, à travers des sensibilisations et des dépistages, vous avez pu détecter des zones géographiques à forte densité de cas de cancer, par exemple? Est-ce qu'on dira dans le Grand Nord, il y a plus de malades ou il y a plus de probabilités? Non, il n'y a pas cette répartition nous n'avons géographique. pas fait dans ce sens-là. Nous n'avons pas fait. Et comme j'explique, la répartition géographique ici, c'est petit, le Gabon. C'est un tout petit territoire. Donc, pour nous qui sommes, on a l'impression que c'est grand. Mais nous ne sommes qu'une tâche, en fait, dans le monde. Du coup, cette tâche-là, on l'a vite aspergée d'un phénomène de santé publique. On l'a vite aspergée. Donc, on ne peut pas, pour notre population qui est démographiquement très faible, sur une superficie très faible, isoler des régions, en fait. Ce serait une erreur, ce serait un biais. Autant prendre de façon globale, parce que si je déclare aujourd'hui que c'est, par exemple, la région de l'Estuaire, mais l'Estuaire est proche de la région du Moyen-Ogooué, par exemple. Et donc, ce phénomène peut s'étendre. Et pendant que j'ai déclaré que l'Estuaire, je me retrouve avec tous les cas du Moyen-Ogooué et je n'ai que les fonds de l'Estuaire. Comment je fais? Donc, en système de santé publique, on essaie d'élargir, en fait, on voit global. Et notre population est très faible et le territoire aussi n'est pas grand. Donc, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Alors, rassurez-nous, juste, le cancer est-il héréditaire ou pas? Il y a des cancers qui sont héréditaires. Les cancers du côlon, il y en a qui sont héréditaires. Les cancers du sein, il y en a qui sont héréditaires dans 10% des cas. Et ça, c'est maintenant l'histoire de la famille aussi. C'est pour ça qu'on vous parlait de sensibiliser tout le monde. Si dans la famille, il n'y a pas une histoire qui a été relayée, comme quoi la grande sœur a eu le même phénomène, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, pour que les filles de cette famille fassent leur bilan, voilà, soient attentives à ces phénomènes, ben, on ne pourra que penser à tout sauf à ce problème d'hérédité. Mais déjà au niveau du Gabon, nous avons recensé des familles à cancer du sein.
Il y D'accord. a déjà des familles à cancer du sein chez les femmes. Et quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a moyen de prévenir chez les plus jeunes de cette descendance, de cette famille-là, de cette lignée? Il y a un moyen de... C'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait ces campagnes. Parce D'accord. qu'après, nommément, ce n'est pas évident. Il faut que ça soit global. Il faut que ça soit des prises en charge globales. Parce que ce qui vous arrive, c'est un peu comme les incendies. On ne va pas, parce que la sécheresse est plus fréquente, par exemple vers les plateaux, on ne va pas seulement prévoir les pompiers dans la zone des D'accord. plateaux. D'accord, On est donc obligé de on fait prévoir une prévention assez globale. assez globale. Voilà. Ok. Et on Vous avez parlé en début d'émission d'habitudes alimentaires notamment et d'habitudes de vie. Est-ce que dans la sensibilisation que vous faites, vous allez aussi de ce côté-là, par exemple, faire des spots publicitaires, pourquoi pas, sur comment bien se nourrir, puisque c'est aussi en rapport avec l'alimentation. On mange aujourd'hui beaucoup de congelés, entre guillemets, beaucoup de boîtes de conserve. Est-ce que vous avez des messages dans ce sens-là pour les autres types, au moins pour tous les éléments qui sont facteurs ou qui favorisent? On peut, en principe, c'est l'exagération. Mais quand c'est du diabète, de la qui ne sont pas originales. L'objectif ici, c'est d'amener tout le monde à comprendre que l'alimentation doit être le plus variée possible et surtout mettre dans son alimentation obligatoirement des légumes et des fruits. C'est vraiment une obligation. Vaut mieux avoir à manger une demi-cuisse de poulet et peut-être, je ne sais pas combien de kilos de feuilles de manioc pour équilibrer et pour permettre à notre corps d'éliminer plus facilement. Message dans ce sens-là, au-delà d'appeler les personnes à se faire Voilà. dépister. Désormais, c'est pour ça que nous avons étendu sur Tout le mois. un mois, D'accord. voilà, pour essayer d'aborder tous ces problèmes-là, parce que nous allons tout doucement sortir de la campagne du col du sein, mais qui devra rester, parce que Bien sûr. nous estimons qu'au bout de 3 ans, c'est un programme de 3 ans pour mettre en place des ressources humaines, des ressources matérielles et des infrastructures pour permettre la détection précoce du cancer du col et du sein. Ces choses faites depuis octobre 2017, toutes les régions sont aptes. Maintenant, il faut qu'on rentre dans le cancer dépistable et naturellement, globalement, pour les Prévenir, comportements voilà. alimentaires Bien sûr. et le comportement sexuel. Parce que les virus, comme ceux de l'hépatite, sont à l'origine du cancer du foie, par exemple. D'accord. D'accord? L'hépatite, c'est une infection sexuellement transmissible. La vaccination existe. Et cette vaccination, elle est 0 francs chez les enfants de 0 à 11 mois au centre de vaccination internationale qui est à Nkembo. Et la vaccination est utile à cet âge parce qu'à cet âge, l'enfant riposte mieux. Lorsqu'on vaccine, l'objectif est que la personne recrute des armes. Et plus jeune, on recrute plus facilement les armes, alors qu'à un certain âge, le recrutement est plus lent. Alors, Donc, on a il le faut- téléspectateur de tout à l'heure qui revient. Il dit il est allé à l'hôpital sino-gabonais dimanche matin et il lui a été dit que la campagne ne concerne que les femmes et les hommes et non les hommes. Entre-temps, il y est allé parce qu'il a ressenti une boule dans les testicules. Comment faire? Quels sont les centres, du moins pour Libreville, où ce dépistage et de la prostate et du sein et du col de l'utérus se font? Pour les hommes, je conseille aux hommes, si vous avez une assurance maladie, vous rendez en consultation chez un chirurgien ou bien chez un médecin généraliste, tout simplement, ou chez un médecin chirurgien. Il y en a dans les centres hospitaliers, vous y allez et vous faites votre consultation dans le but de soit poser votre problème ou de faire un dépistage, tout simplement. Mais c'est pas gratuit. Hein. Il voulait profiter de Non, de pour la gratuité. gratuité, elle n'y est pas encore. Nous avons fait la gratuité pour les cancers les plus fréquents, ceux des femmes. D'accord. Et je pense que si on y arrive, si les femmes adhèrent, il y aura la visibilité sur les enfants et les hommes. Parce que les femmes occultent en fait les maladies cancéreuses liées aux hommes et aux enfants. Il y a des leucémies chez les enfants, il y a des cancers chez les enfants qui sont guérissables, mais on ne peut pas vulgariser parce que ce n'est pas dépistable, c'est guérissable, mais ça coûte très cher. Mais seulement
les cancers des femmes prennent la place. Et des fois, c'est tardif et on ne guérit pas. Donc, je pense que la même réponse se vaudra pour ce téléspectateur. Bonjour, j'ai un cancer au niveau de la langue, que dois-je faire? Donc, vous l'enverrez forcément voir un médecin ou un spécialiste. Moi, je pense que s'il a déjà la notion de cancer confirmé, c'est qu'il est dans un circuit de suivi, de prise en charge. D'accord. Donc, qui reste dans ce circuit et qui suivent son traitement, voilà. de la meilleure des façons. Alors, merci beaucoup, docteur Ambunda Ledaga Nathalie. Je rappelle que vous êtes directrice du programme national de prévention et de contrôle des cancers. Donc, la campagne s'étendra sur tout le mois de février. Est-ce qu'il y a des lieux précis? Est-ce qu'il y a des consignes à suivre? Quels seront les différents axes de toute cette campagne? Les axes au nord de Libreville, nous sommes dans la zone d'Akanda. Dans la zone d'Akanda, les dépistages se font à la PMI d'Okala. Il y a aussi une cellule de dépistage dans le CHU d'Angondje. Et lorsqu'on se déporte donc, dans la zone de Zayon, au niveau du centre médical de Zayon, les dépistages se font à Mélène aussi, à la SMI de Mélène. En remontant au niveau de l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise, il y a des dépistages qui se font. L'hôpital de la coopération sino-gabonaise aussi, à la SMI d'Awenje. Okala, j'ai déjà cité Okala, il y a London, il y a Glace, il y a le centre communautaire au niveau d'Ovendo, dans la zone d'Ovendo, et le CHU d'Ovendo. Voilà. Voilà, essentiellement. Et il y a le centre hospitalier universitaire de Libreville, qui abrite le centre pilote de la détection précoce des cancers du sein et du col. Voilà, donc je pense que tout le monde, vous avez essayé de sillonner un peu tous les recoins de l'Estuaire et l'intérieur du pays, vous rassurez également. Du pays. La campagne s'étend aussi à l'intérieur du pays. Elle s'étend à l'intérieur du pays. Voilà. Merci beaucoup, docteur Nathalie Ambunda Ledaga. Sachez-le, le cancer est donc la deuxième cause de mortalité au monde après les maladies cardiovasculaires. Il est donc important de toujours savoir quel est son état et donc d'aller se dépister au Gabon. On parle beaucoup plus du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus pour les femmes. Donc, mesdames, allons-y nous faire dépister. On vous raccompagne en passant par la cuisine. C'est le moment de retrouver Léa et le chef Michel Colorec pour savoir ce qu'on mange aujourd'hui. Bonjour Léa, qu'est-ce qu'on mange? Bonjour Blanche, bonjour à tous. Cet après-midi, nous allons assister à une démonstration culinaire d'un plat simple, vraiment facile à cuisiner avec notre chef, le chef Michel de l'École supérieure de cuisine La Tente Noire. Bonjour chef Michel. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Je vais bien, merci. Tout va comme vous voulez? Tout va bien. Alors chef Michel, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme disait Salvador Dali, je vais vous réaliser une œuvre sortie tout droit de mon imagination transcendantale. C'est un plat que j'ai imaginé et élaboré à partir de produits gabonais. J'espère qu'il plaira à tout le monde. Alors donnez-nous d'avoir envie de cuisiner ce plat. Il est fait à base de quoi? Alors, ce plat est fait à base de gombo. Vous remarquerez que c'est le gombo local. Ensuite, nous avons du poisson fumé, c'est du mulet, des oignons, des tomates, un peu d'huile. Et ici, nous avons une petite préparation que j'ai réalisée à base de glutamate, de curcuma et d'autres ingrédients. Donc, le début de la recette, nous allons faire pocher nos gombos dans de l'eau, assaisonner notre eau. Vous regardez, la petite couleur jaunâtre va être transférée au gombo, ainsi que les saveurs des assaisonnements. Donc, nous allons laver nos gombos entiers. Ensuite, nous allons équeuter les gombos. C'est un gombo qui doit être très tendre. Et pour savoir s'il est assez tendre, vous n'avez qu'à casser le bout du gombo. Voilà. Alors, les gombos sont pris entiers et nous allons les tremper dans notre bouillon pendant environ 15 à 20 minutes. Ensuite, nous allons faire des petites rondelles, pardon. Nous allons les couper en rondelles. Voilà. Sur ce, nous allons mettre notre poêle sur le feu avec un peu d'huile, un peu de sel et nous allons prendre nos rondelles
En même temps, ce que nous allons faire, nous allons juste marquer notre poisson. Pour retourner nos oignons, nous allons utiliser un pâtissier intact. Nous allons également faire les tomates que nous allons faire griller. Et maintenant, nous allons laisser tranquillement mijoter nos petits ingrédients et nous apprêter à faire notre dressage. Nous allons commencer par égoutter nos gombos. On va les retirer de l'eau. Et voilà. Ensuite, nous allons prendre les autres éléments. Voilà. Ensuite, nous allons prendre un peu de notre jus de cuisson. Avec un peu d'huile. Voilà. Ceci va être notre vinaigrette. Vous ajouterez un jus de citron si vous voulez un peu d'acidité. Dans le cas contraire, ce sera parfait ainsi. Et pour une petite touche de fraîcheur, un peu de persil. Alors cette entrée, vous pouvez l'accompagner avec du pain. Voilà. C'est prêt à être dégusté. C'est une recette aventureuse et ça donne vraiment l'envie de tenter l'aventure de la dégustation. C'est une recette, comme je disais, tout droit sortie de mon imagination. Oui. Et elle me plaît assez parce qu'elle utilise tous les produits du terroir. Essayer de mettre un peu en valeur, comme je disais, nos produits. Oui. Le mulet est un poisson qui est beaucoup pêché ici au Gabon, mais qui est utilisé pratiquement quasiment pas dans nos restaurants. Okay. Alors, chef Michel, peut-être avant de passer à la dégustation, vous me permettez de vous poser une question? Bien sûr. Quelle est l'une des qualités d'un bon chef de cuisine? Je pense que la plus grande qualité, c'est d'être passionné. Oui. Personnellement, il y a des jours où, quand j'ai une idée, je peux passer des nuits blanches. Pendant toute la nuit, je cogite sur des recettes qui vont sortir de... D'accord. Voilà. Et en parlant d'idées, j'aimerais bien avoir l'idée du goût de ce plat. Mais bien sûr, On va passer à la dégustation. mélanger chaque élément. C'est toujours mieux quand tous les éléments sont combinés. Au moins, vous avez un goût d'ensemble. On ressent chaque détail au fur et à mesure que l'on... Je m'inspire beaucoup des grands chefs européens. Et parmi l'un d'eux, il y a quelqu'un qui disait « Soyez généreux dans vos assaisonnements, dans votre cuisine. Ça... Les clients n'en seront que mieux servis. Ils seront satisfaits de ce qu'ils ont. » Alors merci chef Michel pour ce plat. Je vous en prie. Merci pour vos techniques, pour vos leçons, chers téléspectateurs. Je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Bon appétit chez vous. Bon appétit. On continue notre dégustation. On continue notre dégustation. Avec plaisir. Quelle belle aventure. Beaucoup Léa, bon appétit à vous. Merci encore pour cette belle aventure que vous vivez seul là-bas sans nous. On a donc quelques réactions qui nous parviennent concernant le thème d'aujourd'hui. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale sans téléphone mobile et la question c'était donc est-ce que vous pourriez passer une journée entière sans votre téléphone mobile? Elvis Mabeka nous dit bonjour. Je voudrais dire concernant le débat du jour qu'il m'est impossible de rester un jour
toujours sans prendre mon smartphone car il est devenu un outil de travail indispensable et qu'on peut transporter partout. C'est carrément devenu mon bureau ambulant. On a également Narcisse Awansou qui nous dit dans le cadre de mon boulot, c'est impossible pour moi car je suis toute la journée sur la route et je dois être en contact avec les clients et mes collaborateurs. Si je ne travaille pas, c'est un bonheur de rester sans téléphone portable. Il nous souhaite une bonne journée qu'on lui renvoie également. Et c'est le moment d'accueillir sur ce plateau Chérine Boissa. Elle est responsable communication du projet Moana Africa. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes grippée comme moi sinon? Oui, aussi. Aussi. Ah là là, en tout cas, ça va aller. J'aurais aimé déguster tout à l'heure pour pouvoir faire partie, retrouver ma voix. On va dire à Léa de faire un petit tupperware et de vous ramener ça ici. J'espère que vous serez encore là. Merci. Et que ça va arriver le temps de monter les escaliers. En tout cas, bienvenue. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes là pour nous parler de cette caravane Moana Africa. Oui, en effet. C'est le Moana Africa Gabon Tour qui se fait au Gabon. Depuis le 16 novembre, nous avons lancé la conférence de presse pour pouvoir présenter le projet, présenter les porteurs du projet et dire que les 8 jours qui suivaient la conférence de presse, normalement, se rendraient sur Port-Gentil pour pouvoir lancer de manière pratique le projet. Alors, ce n'est pas un projet qui concerne uniquement le Gabon. Non. On sait que c'est un projet panafricain qui est porté par 2 associations jeunes, notamment le mouvement des jeunes au changement et une compagnie de danse basée en France, Alpha Squad. Parlez-nous du projet à la base. En effet. En fait, le projet part d'une envie de partage. Un jour, quelqu'un s'est levé et a décidé de donner ce qu'il a à des orphelins. Mais où aller déposer ses affaires? Donc, on s'est dit, on va chercher une idée qui va nous permettre de donner ce qu'on a à des orphelins ou aux enfants démunis, mais de manière ordonnée. Donc, il faut avoir les numéros, les contacts des centres d'accueil. Il faut savoir combien d'enfants il y a là-bas et quels sont les besoins de ces derniers. Donc, avec les autres, moi en particulier, parce que j'ai depuis 4 ans d'habitude de faire des dons dans un orphelinat de la place. Et ça, c'est parce que j'ai appris juste à côté, donc au niveau de la vallée Sainte-Marie. Donc, je me suis dit, chaque début d'année, je dois faire un don là-bas, parce que j'ai vu France des autres et je me suis dit pourquoi pas aider. Donc le projet naît d'une envie de partage ou aller déposer les affaires qu'on n'utilise plus par exemple à des orphelins vers qui se tourner. Après il est devenu un projet, faire une cartographie pour pouvoir recenser tous ces centres d'accueil là et montrer aux gens qu'il est possible d'aller à l'orphelinat par exemple Arc-en-Ciel, là où je vais d'habitude, et savoir que les dames là-bas, les sœurs, vont vous recevoir de manière courtoise et vous allez pouvoir faire votre don de manière simple. Alors, ce n'est pas un projet de petite envergure parce que vous comptez quand même cartographier tous les orphelinats d'Afrique. Donc, ça veut dire les 50 et quelques pays que compte le continent. Vous devez les parcourir. Comment vous comptez mettre sur pied quelle est la stratégie que vous allez mettre sur pied pour vraiment être sûr d'avoir tous les orphelinats pays par pays? Alors, ce qu'on fait depuis qu'on a commencé le projet, ici, le projet a été lancé d'abord au Bénin. Donc, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas touché notre pays. Donc, on est revenu, parce qu'il vaut mieux balayer chez soi avant de balayer chez autrui. D'accord. On est revenu au Gabon pour faire les 9 provinces. Donc, l'étape de Port-Gentil a été très, très, très enrichissante, parce que les enfants, les 2 centres qui sont là-bas, il y a un centre d'hommes et de femmes. Les 2 centres... Il y a 2 orphelinats pour Port-Gentil? Pour Port-Gentil, d'accord. Voilà. Donc, le programme, normalement, devait se dérouler après sur Mouila. Mais sur Mouila, il n'y a pas de centre d'accueil. Tenez-vous bien, mais il y a des orphelins. Il y a des enfants démunis également. Donc, après, on a dû se rendre sur Franceville, où on a rencontré également 2 centres d'accueil. Des enfants porteurs également de beaucoup de problèmes. Beaucoup sont abusés, beaucoup sont victimes de trafic. Après, on est allé sur la dernière étape récemment, là, au IEM. Vous étiez à OIM voilà, récemment. on n'a pas pu rencontrer les autorités sur place, mais on allait sur le terrain parce que l'objectif, c'est d'aller sur le terrain, s'enquérir de la situation et pouvoir impacter. Alors, il faut dire que vous cherchez des centres qui sont bien sûr reconnus et répertoriés par l'État gabonais. Certains ne le sont pas. On a dû avoir des points focaux sur place pour pouvoir nous aider à retrouver ces centres-là, en fait. Il y en a qui n'ont pas de pancarte, il y en a qui n'ont pas de numéro de téléphone. Donc, c'est du bouche à oreille. On se demande si on peut avoir un ami sur place pour pouvoir nous aider. Et comme je le disais tantôt, c'est un projet panafricain. Donc, on espère qu'avec la grâce de Dieu, on pourra recenser tout. Bien sûr, avec un peu de communication voilà, également. voilà. D'ailleurs, on vous remercie déjà de nous avoir accueillis sur votre plateau. Donc, le projet, il est panafricain.
Et ce qu'il y a de particulier là, dans ce projet, c'est que c'est 5 jeunes avec 5 histoires différentes. D'accord. Dont 4 orphelins de moi qui suis devant vous. Et le projet, il est très intéressant dans ce sens que chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice, en fait. D'accord. On a par exemple Ulrich Ilema, qui est notre photographe attitré, qui lui est orphelin de père, mais qui a appris sur le tas l'art de la photographie. Voilà. D'accord, donc chacun met son talent en fait. Voilà, au service, chacun met son talent au service du projet l'association. pour pouvoir le mettre, enfin, arriver Alors, à... on a retenu tout à l'heure, vous avez dit, on a commencé par Cotonou au Bénin et puis Ouais. on a décidé de rentrer Gabon. à la maison. Mhm. Donc, ça veut dire que le Mojak en question, c'est un mouvement gabonais. Parlez-nous un peu de... Oui, le Mojak est porté par une Les jeune 5 dame. en question Non, par Ah, une d'accord. jeune dame, présidente du Mojak, en la qualité de Mademoiselle Paul Ferrari. D'accord. Elle a décidé de créer ce mouvement pour pouvoir impacter l'Afrique en général et le Gabon en particulier. Donc le mouvement, normalement, s'accentue sur les problèmes jeunes pour pouvoir essayer d'aider ces jeunes-là de la rue, orphelins ou encore démunis, ou encore simplement enfants du pays, à s'épanouir, à se développer également. Après, vous avez la compagnie Alpha Squad, qui est également une compagnie de danse basée en France, représentée ici par le général Cré, D'accord. qui lui, depuis plus de 2 ans déjà, milite pour la mise en place des facilitations d'éducation et de détection de talents en Afrique. Donc au Gabon, je crois qu'il a déjà travaillé avec 2 ou 3 centres sur Libreville, parce qu'à l'intérieur du pays, c'est un peu difficile pour lui. Donc sur Libreville, il a déjà travaillé avec plus de 3 centres d'accueil. Et les orphelins lui ont donné l'étiquette de porte-étendard, en fait. C'est la voix des sans-voix. Donc ces 2 jeunes associations se sont portées garantes pour pouvoir porter le projet qui est le One Africa Tour, parce que c'est l'Afrique d'abord et le Gabon après. Et les autres pays également, parce qu'on ne va pas laisser les autres. Bien sûr. Voilà. Donc c'est dans ce sens que Paul Ferrari, qui est communément appelé la Défenderesse, qui a décidé de donner le 1/3 de ses revenus pour pouvoir accompagner la caravane Gabao Tour. Alors, comment des jeunes comme vous, on parle de vous notamment, vous êtes une jeune entrepreneur également, Exactement, vous oui. avez une agence de communication digitale surtout. Communication digitale, marketing également et Voilà. mise en relation d'affaires. Voilà, donc comment des jeunes comme vous et les 4 autres, puisque en plus de vous, vous êtes un groupe de 5, qu'est-ce qui vous amène à vouloir penser aux plus jeunes que vous, à ceux qui n'ont pas de parents? Alors, comme je disais à la base, nous sommes nous-mêmes des orphelins, Voilà. mais on va du principe que le leader, c'est celui-là qui se développe en aidant les autres, en fait, en aidant à grandir les autres. Chez soi, il y a d'autres qui n'en ont même pas le 1/3. Le cas de trafic, je suis en charge de la communication, donc j'avais en charge également de faire des interviews à ces enfants-là. Et ce qui en ressort, c'est vraiment à vous faire des larmes, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gamines qui ont été abusées par leurs parents, vendues par leurs parents, et qui ont eu la grâce, un soir de lune, de s'échapper. Donc aujourd'hui, quand vous les interrogez, ils vous disent c'est pas parce que j'ai vécu ça que je veux m'abandonner à pleurer tous les soirs. J'ai un objectif, je veux être journaliste. Par exemple. Par exemple. Voilà. Quelqu'un m'a dit ça et puis je me suis dit tu es sûre? Elle dit oui. Ben, qu'est-ce que tu fais pour arriver pour en fait? Elle m'a dit tous les jours je m'avais à l'école et je m'assure d'avoir les bonnes notes. Et j'obéis aux différentes personnes qui sont là avec nous pour nous aider à lorsqu'on a été très meurtri, ce genre de vie-là. Il faut vraiment un développement personnel, vraiment beaucoup de leadership. C'est d'ailleurs ça que je partage lors des 1 minute ou 2 de pause. J'arrive à échanger avec les gamins pour leur dire que, vous savez, on peut être orphelin aujourd'hui et être leader demain. Donc au-delà de faire cette enquête-là, au-delà de recueillir ces informations, vous servez également. Exactement. Avec l'étiquette de chef d'entreprise ou encore non. On va avec l'étiquette de personnes déjà ayant vécu ce qu'ils ont vécu, peut-être pas dans la totalité, mais le fait qu'on ait ce lien-là d'orphelin ou encore d'enfant de la rue, parce que Chris, lui, il a vécu dans la rue pendant plus de 6 ans et il avait un rêve, c'est lui de devenir danseur professionnel.
mais je crois qu'il l'a atteint Il a aujourd'hui. réalisé son Il rêve. a réalisé donc son rêve. Il peut servir d'exemple pour ces enfants-là. Exactement. Alors après ce tour que vous allez faire, vous étiez à OIM récemment, du 2 au 6, si je me trompe. Du 2 au 5. Du 2 au 5, voilà, nous sommes le 6 aujourd'hui. Et donc après avoir fait le tour du Gabon, qu'est-ce que vous faites des données? Qu'est-ce qui sera fait de toutes ces données recueillies? Nous avons pensé que faire de la cartographie de tous ces différents centres, c'était déjà bon. Mais après, aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de smartphone. Le monde, il est numérique aujourd'hui. Comment faire en sorte que celui, par exemple, qui est en France ou encore aux États-Unis, qui veut faire un don en Afrique, sache qu'au Gabon, par exemple, à Port-Gentil, il y a un centre qu'on appelle NICI, qui est situé à tel endroit. Donc ce sera une sorte d'annuaire, si je comprends bien. Voilà, ce sera un annuaire numérique qui sera mis en place pour permettre à tout le monde, vraiment tout le monde, d'impacter l'Afrique de manière positive. D'accord. Et donc, vous pensez que ce sera d'ici combien de temps? Il pourra être disponible combien de temps? Alors, je ne vais pas m'avancer sur la date, mais je crois qu'on a mis tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Le Gabon va boucler sa 4e étape, Libreville, d'ici le 17 ou 18 février. Si la coordination avec les différents centres qu'on a déjà touchés est bonne. Donc après, on va se lancer sur les autres pays et on verra comment on sera accueilli parce qu'au Bénin, on a été très bien accueillis déjà. Et on verra comment également les différents partenaires vont nous suivre parce qu'il faut souligner ici que depuis qu'on a lancé la caravane, c'est à fond propre qu'on roule en fait. Vraiment à fond propre et c'est très difficile. Le voyage de Yem d'ailleurs a été très 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 difficile. Mais on y est. Vous n'avez pas essayé d'ouvrir à peut-être d'autres associations ou d'autres organismes nationaux qui pourraient vous aider? Nous sommes, pour parler, si je peux dire ainsi, avec les différents, comment on appelle, mouvements de province, de Conseil national de la jeunesse, voilà, pour pouvoir mieux structurer la chose et voir comment ils peuvent nous accompagner. Mais nous avons également fait des démarches au ministère des Affaires sociales. Et le dossier est en cours, comme on nous l'a dit. On espère que voilà. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Donc, vous ne savez pas encore quelle est la prochaine étape. Le calendrier n'est pas... La prochaine étape de Libreville, c'est Libreville. Ah, la prochaine étape maintenant, après, les dates ne sont pas encore bien fixées. D'accord. Donc, on est en train de parler. Écoutez, vous revenez quand vous voulez. On vous suivra bien sûr dans cette action-là. L'objectif également, au-delà de mettre en avant les talents gabonais jeunes surtout, l'objectif de l'entre-deux, c'est également accompagner des initiatives qui pourraient aider et apporter un plus à cette jeunesse gabonaise. Le thème du jour, ça vous intéresse? Vous pouvez passer... Oui, vous êtes déjà dans la communication. J'ai déjà essayé un jour de le faire, mais j'ai pas tenu les 24 heures en voilà, fait. C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'après, quand tu rallumes le téléphone, c'est à gauche, à droite. Voilà. Même tu étais où, j'ai un marché, voilà. Donc c'est un peu difficile pour nous autres. Toujours au taquet. Voilà, c'est un peu difficile. On a Stéphane Bivégué qui nous dit jamais un instrument n'a autant servi pour les mensonges que le téléphone. Autant il facilite les rencontres, autant il est à l'origine de nombreuses séparations quand son utilisation n'est pas contrôlée. On doit donc l'utiliser aux heures ouvrables pour des besoins de job et le fermer le soir. C'est son point de vue. Donc voilà, il parle. À toute chose, malheur est bon. Hein. Voilà, il pense qu'il est question de bien gérer en fait. Il peut peut-être pas rester tout le temps, toute une journée sans son téléphone, mais il est question de gérer. Phoenix nous dit, pour ma part, il est très difficile de nos jours de s'en passer car il ne se limite plus à simplement répondre et émettre des appels. C'est l'outil de travail, la banque ambulante, l'ouverture au monde via Internet et les réseaux sociaux. Une journée sans téléphone ne nous fera pas de mal, mais plutôt un grand bien. Voilà, donc il est quand même tenté d'essayer. Un grand vide bancaire aussi. Voilà, mais c'est également ça. Mais bon, on peut essayer une journée sans téléphone. En tout cas, c'est pas de cela que le geste quotidien nous parle aujourd'hui. Le geste quotidien nous parlera de ce qu'il faut faire ou alors de quand est-ce qu'il faut boire de l'eau. Quelle quantité boire de l'eau? C'est très important de boire de l'eau. On vous raccompagne donc avec ceci. Merci. L'eau est un besoin essentiel pour le corps et représente environ 60% du poids du corps. Sa consommation est donc indispensable. Le corps perd plus d'1 litre par jour d'eau corporelle par l'urine et la même quantité à travers la sueur, les selles et la respiration.
Certes, ces pertes sont compensées par l'alimentation qui représente aux alentours d'1 litre et les liquides que l'on boit. Mais il est nécessaire de s'hydrater tout au long de la journée, même lorsque la soif ne se fait pas ressentir. Mais quelle quantité d'eau est-il recommandé de boire par jour ? Diverses études démontrent qu'il faudrait boire environ 1,5 litre d'eau par jour, soit 8 verres quotidiens. Mais les besoins en eau du corps sont propres à la morphologie d'une personne, son mode de vie et au climat. Avec le vieillissement, les personnes ressentent moins le besoin de boire et les risques de déshydratation sont possibles. De même qu'en cas de forte température physique, d'allaitement et de maladie, il est conseillé de veiller à la bonne hydratation du corps. Les premiers signes de déshydratation chronique peuvent se traduire par une urine de couleur foncée, des sensations de sécheresse au niveau de la bouche et de la gorge, ainsi qu'une peau très sèche et une intolérance à la chaleur. Afin d'y remédier, il est conseillé de boire autant que possible, mais pas d'excès, car tout excès est nuisible. Une consommation trop importante et trop rapide de liquide dans le corps, appelée hyponatrémie, pourrait être néfaste. Voilà, vous êtes informés, comme le disait le docteur tout à l'heure, hein, tout excès nuit. Donc il faut boire de l'eau, c'est bien, mais il faut savoir comment et quand, et surtout quelle quantité boire. On a des réactions qui nous parviennent via Facebook concernant le thème d'aujourd'hui. Pourriez-vous rester une journée entière sans votre téléphone mobile ou votre smartphone? Un clin d'œil à cette journée qui est célébrée aujourd'hui, la journée mondiale sans mobile. Adeline Akunkpe nous dit oui, c'est possible si je suis très occupée de la journée, même si aujourd'hui il est devenu un outil de travail, mais je peux m'en passer, répondre aux messages et tout ce qui s'ensuit plus tard, car sinon je me gère avec mon mobile toute la journée. Noëlla Dérécourt nous dit pour des raisons professionnelles, non, je ne peux pas passer une journée sans mon téléphone, j'irai plus loin. Étant désormais avec le des TIC, des forums sont créés pour la communication de masse au détriment des coups de fil pour communiquer une information aussi importante fût-elle. Secondo, tout dépend du type de job. Une coiffeuse, esthéticienne, restauratrice, par exemple, peut bien se passer de son mobile. Or, les communicatrices comme nous, les SP, ce n'est pas possible. David Missou, fidèle téléspectateur, nous dit « Tout dépend de l'activité et du niveau de responsabilité de chacun, mais pour notre part, passer une journée sans smartphone, qui est un outil de communication, s'avère impossible dans la mesure où l'on peut nous solliciter à tout moment pour effectuer un travail, mieux pour nous informer d'une urgence, surtout lorsqu'on est responsable d'une famille. » Seth nous dit se séparer de son smartphone pour une journée peut être assimilé à une disparition temporaire, tant les relations humaines y sont désormais liées. Au-delà de l'outil de communication, celui-ci rythme notre quotidien de par son côté intelligent. Il nous sert à accomplir diverses tâches utiles. Vos réactions continuent d'être attendues et c'est le moment pour nous d'accueillir Miss Irène Dembe. On va à l'école juste après la transition. À l'école avec Irène Dembe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blanche. C'est un plaisir. J'aime bien partagé. la page de côté. Ça me fait peu de penser fantaisie. à Star Wars. Cela ne fait pas de mal. Il fallait juste les deux côtés. Alors aujourd'hui, on parle de l'art du débat. Comment argumenter Absolument. lors d'un débat et comment défendre son point de vue. Voilà, comment défendre son point de vue. Hein. Nous avons un petit élément que nous avons calé. D'accord. Mais bien avant, nous allons d'abord définir ce que l'on entend par débat. Hein. Qu'est-ce qu'un débat? Eh bien, c'est un argumentaire structuré dont le but est de convaincre de la justesse de son point de vue. Alors, l'argumentateur doit susciter l'adhésion de celui qu'il a en face de lui. C'est cela l'objectif et on peut débattre dans le cadre d'émissions télévisées, hein, la radio, On pense à la télévision. C'est sans tabou tout à l'heure sur Gabon Première. Dans le cadre d'émissions via les médias, allais-je dire, hein, radio ou télévision, on peut également débattre avec des proches ou des collègues de travail. Et nous avons un petit morceau choisi d'une émission, voilà, de Gabon Télévision à l'époque. Aujourd'hui, Gabon Première, un petit extrait, un petit bout d'Agora. D'accord. Dire, bon, je ne reconnais pas avoir pratiqué illégalement la médecine parce qu'au moment où moi je pratiquais, l'Ibouga n'était pas interdit en France.
Et d'ailleurs, j'ai déclaré tous mes revenus en tant que, parce que je me suis inscrit à l'URSSAF en France en tant que consultant coach. Alors, pour cela, j'ai payé mes impôts, j'ai déclaré tous mes revenus comme tout citoyen doit le faire dans un État. C'était important quand même. C'était important parce que quelque part... Donc je dis les revenus. Les revenus, bon, les revenus, oui, ben, quelque part, oui, c'était important. Alors, vous avez marqué blancologue. Il est dit que vous avez beaucoup de succès en France par rapport à l'initiation. Il semblerait que vous avez initié près de 3000 personnes en France. C'est énorme. Oui. Comment vous le faites en France? En France, un Gabonais en France qui initie les Français. En fait, si je vous ai dit que j'étais blancologue, c'est tout simplement parce que qu'est-ce que c'est déjà la blancologie? Déjà, la blancologie, c'est tout simplement l'étude de l'homme blanc. En fait, c'est ce que j'appelle la blancologie. Donc, je suis le premier noir à pouvoir aller en France, non pas pour aller faire des études enseignées par un Français, mais plutôt un Africain qui va pour aller autant étudier l'homme blanc, non pas par rapport à ce que lui-là nous apprendre, mais par rapport à déjà à étudier comment il vit, manger avec lui, boire avec lui, dormir avec lui, se réveiller avec lui, voir le soleil se lever et se coucher, et en plus, essayer de comprendre si exactement le blanc a la capacité. Voilà, c'était donc un extrait d'une émission dont vous parliez. C'est donc un débatteur qui essaye de convaincre. Il était question de Bouiti et face à cet argumentateur, il y avait un homme d'église qui, lui, va opposer des arguments allant à l'encontre de la culture bouitiste. Donc, il y aura donc un échange de vues et, on va dire, les idées qui se choquent et s'entrechoquent des arguments et des contre-arguments. Alors, il y a des préalables en termes de débat. Hein. Il faut bien connaître le sujet, il faut s'informer, il faut se documenter et c'est à ce moment-là que la culture générale intervient véritablement. Pour être un bon débatteur, il faut être cultivé. On revient sur ce il faut être véritablement outillé. Hein. Le débat repose sur des arguments et c'est la force de ces derniers qui fera la différence, parce que si vous décidez de débattre, c'est tout de même pour avoir le dessus, hein, pour l'emporter face à votre adversaire. Ce n'est qu'une image, parce que c'est un combat d'idées, votre adversaire ou bien votre contradicteur. Alors, le débatteur, nous le disions il y a un moment, doit être outillé et il doit argumenter. Comment va-t-il procéder? Il y a un point de vue qu'il défend. Il peut s'agir de sujets divers, hein, pour ou contre la polygamie, pour ou contre la violence, est-ce qu'elle est nécessaire, la peine de mort par exemple, autant de sujets qui peuvent susciter le débat. Alors ce point de vue doit être soutenu par des arguments. Qu'est-ce qu'on entend par argument? Ce sont des idées qui vont vous permettre d'étayer ce point de vue. Si vous êtes pour la polygamie, vous irez chercher des idées, des éléments en faveur de ce que vous affirmez. Et puis ces éléments-là, que l'on appelle des arguments, seront consolidés par des exemples qui donneront à ces arguments un caractère beaucoup plus concret. Hein. On va imaginer, on va dire que ce sera beaucoup plus palpable, beaucoup plus solide. Et en termes d'exemples, qu'est-ce qu'on peut évoquer? Ces exemples peuvent être tirés de l'expérience personnelle. Il peut s'agir d'événements historiques ou de statistiques, hein, d'éléments en rapport avec l'économie ou même des extraits d'œuvres littéraires. Vous pouvez parler de littérature, parler des idées qui sont défendues dans des ouvrages en guise d'exemple. Alors maintenant, ce sont les préalables, ce qu'il faut faire pour être un bon débatteur. Maintenant, lorsque vous êtes en plein débat, qu'avez-vous à faire concrètement? Eh bien, vous devez, c'est ça le but, exposer les faiblesses de l'autre, trouver les failles de l'argument. Une contre-offensive également, c'est cela. C'est en cela ça que nous fait penser au débat. C'est essentiellement ça. L'intérêt du débat. On parlait précédemment la semaine dernière du sens critique. Donc, c'est véritablement susciter cette contradiction qui est fort intéressante. Alors, il faut déjà s'assurer de bien comprendre le point de vue de l'autre. Hein. Si vous raisonnez, vous donnez à votre contradicteur de dire les choses de façon beaucoup plus précise. Il faut bien saisir le sens de ce que l'autre pense. Alors,
vos idées doivent être aussi solides que celles du contradicteur, sinon plus solides pour pouvoir, on va dire, battre en brèche, parce que l'objectif, c'est quand même de déconstruire ce que l'autre est en train de vous dire. Donc, il faut véritablement trouver les bons arguments et puis les opposer à votre contradicteur. Vous devez, on l'a dit précédemment, déceler les failles. Alors, comment faire? Il faut être très attentif et si vous n'avez pas de papier, s'il ne s'agit pas d'une émission télévisée, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir un stylo. Si vous êtes en plein échange avec des proches et que vous n'avez pas forcément le temps de prendre un stylo, il faudra le faire mentalement, déceler chacune des failles pour voir comment proposer quelque chose qui irait à l'encontre de ce que vous dit l'adversaire ou le contradicteur. Et puis, il faut véritablement, vous avez relevé les incohérences, les erreurs s'agissant du raisonnement de l'autre, des choses qui ne seraient peut-être pas logiques, mais vous devez vous armer de beaucoup on va dire, de persuasion, être très sûr de ce que vous dites et puis ne pas, on va dire, ne pas vous répéter. Parce que si vous reprenez les mêmes arguments, vous ne serez pas. On recherche le temps dans le débat, on recherche la cohérence du raisonnement. Alors, on a des éléments qu'on va vous dire pour finir. Fort. Je vais parler également. On évoquait à l'instant les exemples, mais il faut que ce soit véritablement crédible, que l'on puisse s'assurer de la véracité, pas des paroles en l'air ou des choses que vous tissez à des mensonges lorsque vous débattez, ce ne serait pas correct et vous ne serez même pas crédible. Alors il faut être logique, simple également et clair. Pas la peine de s'embarrasser de termes qui seraient compliqués. Il faut véritablement que l'on puisse comprendre ce que vous avez à dire. Et puis c'est un débat, ce n'est pas une guerre ouverte, ce n'est pas une dispute. Il ne faut pas en venir aux mains, il ne faut pas qu'il y ait une violence verbale. Il faut la courtoisie lorsque l'on débat, pas d'injures, pas d'invectives et surtout pas d'attaque personnelle parce que, en définitive, c'est un exercice qui nous grandit les uns les autres. C'est de la discussion que jaillit la lumière. C'est une démarche qui est intellectuelle et qui est fort utile. On n'en arrive et pas donc, aux mains. Voilà, justement. Pas de bagarre. Pas de bagarre, pas de dispute. L'idéal, ce serait même, si vous le permettez, Blanche, que l'on se serre la main à la fin d'un débat. Voilà, d'un débat. Merci. Retenu. C'est donc l'art de débattre. Merci beaucoup Irène. On vous retrouve demain avec le même plaisir. On sait de quoi on va parler demain? Oui, demain on parlera d'optimisme. On va sortir du pessimisme. Ah, ça c'est moi Comment cultiver l'optimisme même si les temps sont durs. Oui, permanent, il faut positiver. Voilà, très important. il faut positiver véritablement. On vous raccompagne d'ailleurs avec le sourire. Nous, on garde toujours le sourire. Samedi, on était à un mariage et je crois qu'on a retrouvé la grand-mère de Gérard Mindou. Regardez, c'était très amusant.
Voilà, on a voulu partager ce sourire avec vous là. Elle est très en joie, cette grand-mère. On suppose que peut-être c'est le mariage de sa petite fille. Et c'est avec cela que nous mettons un terme au numéro de ce jour, l'entre-deux, la deuxième sortie de cette semaine. On vous remercie, vous qui avez été nombreux à réagir sur ce thème. Est-ce que vous seriez prêts à laisser votre téléphone portable, votre mobile, smartphone de côté pour une journée, vu qu'aujourd'hui c'est la journée sans téléphone mobile? Je ne prêche pas par l'exemple moi-même. Et donc je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h45, toujours sur Gabon Première. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Rendez-vous 17h avec le Grand Banja et à 21h, c'est Sans Tabou avec Armstrong Agaya. Au revoir à tous.